Vous écoutez On lit pour vous. Des solutions pour des rues plus sécuritaires au Québec. Un texte de Didier Beurt, paru le 6 août 2026 dans Bel Âge. Chaque année, des milliers de chutes et de collisions impliquant des piétons surviennent au Québec. Pourtant, une grande partie de ces accidents pourraient être évités grâce à des aménagements plus sécuritaires et à la vigilance des citoyens. Au Canada, les chutes extérieures sont la principale cause d'hospitalisation et de décès par blessure chez les personnes âgées de 65 ans et plus, selon l'Agence de la santé publique du Canada, ASPC. Sur l'île de Montréal, 13 598 personnes ont subi une chute extérieure entre 2016 et 2020. D'après des données basées sur les appels à urgence santé parmi les plus détaillés disponibles. Ce chiffre est probablement sous-estimé puisqu'il exclut les incidents non signalés. À Montréal, 61,6 % des victimes ont 50 ans et plus et les chutes surviennent principalement dans les stationnements et sur les trottoirs. Les 65 ans et plus représentent 82 % des hospitalisations liées à une chute. Le rapport de surveillance sur les chutes chez les aînés de la SPC indique que ces hospitalisations entraînent souvent un déconditionnement physique, cognitif, psychologique et social, ce qui réduit la qualité de vie et accentue la pression sur les aidants et le réseau de la santé. Elles peuvent également accélérer l'entrée en soins de longue durée. Outre les chutes, les collisions demeurent préoccupantes. En 2024, 88 piétons sont décédés dans un accident de la route, soit une hausse de 29 % en un an, selon le dernier bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. Le nombre de blessés graves a augmenté de 6 % et celui des blessés légers de 1,4 %. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Les 65 ans et plus représentent 29 % des victimes piétonnes comparativement à 14 % chez les autres usagers. Une nouvelle approche pour mieux protéger tout le monde. Pour limiter les accidents, plusieurs municipalités, comme Québec, Longueuil et Drummondville, ont adopté une approche globale de sécurité routière. Plutôt que de miser uniquement sur le respect des règles, elle conçoit des environnements qui réduisent les conséquences des erreurs humaines, explique Élise Cessire, ingénieure au service de l'urbanisme et de la mobilité à Montréal. La métropole elle-même a décidé en 2016 d'utiliser la stratégie Vision Zéro, qui a connu du succès à Hoboken, au New Jersey, 7 années consécutives sans décès sur les routes à la suite de son adoption, dans le but d'éliminer les décès et les blessures graves d'ici 2040. Par exemple, elle a abaissé la vitesse à 30 ou 40 km/h dans la majorité des rues. Les interventions concernent aussi l'aménagement, l'ajout d'avancées de trottoirs, réduit la largeur de la chaussée, améliore la visibilité et incite les automobilistes à ralentir. Les trottoirs sont également élargis afin de faciliter les déplacements, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou ayant une déficience visuelle. Prévenir par l'accessibilité universelle. Ces aménagements s'inscrivent dans une logique d'accessibilité universelle qui vise à concevoir des espaces adaptés à tous les usagers, peu importe leur âge ou leur capacité. Pour les piétons, cela implique notamment des surfaces de marche régulières et dégagées, explique Ariane Saint-Louis, conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, et consultante en aménagement et transport actif auprès de la Ville de Montréal. Cela inclut l'ajout de bancs avec accoudoirs, de parcours piétonniers sécurisés dans les stationnements et d'îlots centraux permettant de traverser les artères en 2 temps. Cette approche concerne aussi l'accès au transport collectif, avec des équipements adaptés,
comme les portes automatiques dans les stations de métro ou les autobus à plancher surbaissé. Selon Louis Martin, conseiller en aménagement chez Piétons Québec, un OBNL qui défend les droits collectifs des marcheurs, ces transformations s'appuient sur un changement de perspective. Il faut rééquilibrer l'espace au profit de la marche, rappelle-t-il en soulignant la vulnérabilité des piétons. Une approche qui repose sur une responsabilité partagée entre aménagement, entretien et comportement. Poursuivre une démarche complexe. En cas de chute, la question de la responsabilité peut se poser. Certaines personnes envisagent de poursuivre le propriétaire du terrain, souvent la municipalité. Une ville peut être tenue responsable d'une chute, mais elle n'est pas l'assureur des piétons, précise Alexandre Brosseau-Wéry, avocat au sein du cabinet Kugler-Candestin, qui ajoute que ce genre d'incident ne donne pas automatiquement droit à une indemnisation. Un impact avec un véhicule à 30 km/h entraîne environ 10 % de risque de décès pour un piéton, contre plus de 75 % à 50 km/h. La victime doit prouver une faute, un préjudice réel et un lien entre les deux. Elle doit notamment démontrer l'existence d'un danger qui aurait dû être corrigé dans un délai raisonnable. Par exemple, un trottoir glacé pendant une tempête n'engage pas immédiatement la responsabilité de la ville, mais un défaut d'entretien persistant pourrait être reproché. C'est vraiment du cas par cas, souligne l'avocat. En dehors de la météo, une cavité dans un trottoir n'implique pas systématiquement la responsabilité municipale. La notion de piège, soit un danger inattendu, est déterminante, explique maître Brosseau-Wéry. Un obstacle visible pourrait exonérer la ville si l'usager n'était pas attentif, concentré sur son téléphone cellulaire par exemple. Un dossier médical facilite la preuve du préjudice, mais un témoignage appuyé de photos peut aussi être recevable. La démarche commence par une mise en demeure. En cas de refus, il est possible de s'adresser aux tribunaux, Cour des petites créances pour moins de 15 000 $ ou Cour du Québec ou Cour supérieure au-delà, avec l'assistance d'un avocat recommandé. Les piétons appelés à l'action. Les citoyens ont un rôle clé à jouer pour prévenir les chutes et les collisions. Ils peuvent signaler les trottoirs endommagés et les aménagements à risque. Un exemple marquant illustre bien l'importance d'agir rapidement. En 2025, la sénatrice et championne paralympique Chantal Petitclerc a chuté en fauteuil roulant sur un trottoir du centre-ville de Montréal après que sa roue se soit coincée dans un trou. L'événement, largement médiatisé, a mis en lumière l'état de certains aménagements urbains. Le lendemain, l'endroit était réparé, souligne la Ville de Montréal. Après une chute ou un problème constaté, il est recommandé d'aviser sans tarder la municipalité, indique Hugo Bourgoin, relationniste média à la Ville de Montréal. Celle-ci doit surveiller près de 10 000 km de rues et de trottoirs, ce qui rend les signalements essentiels. Sans plainte préalable, certains problèmes passent inaperçus. Citoyens et citoyennes, les gestes clés à poser. Repérer les situations à risque, comme un trottoir abîmé, de la glace persistante, un éclairage insuffisant ou une intersection dangereuse. Documenter le problème en prenant des photos et en notant l'adresse, la date, la fréquence ou la durée du danger. Signaler rapidement en composant le 311 dans plusieurs grandes villes comme Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke, ou en contactant votre service municipal compétent, téléphone, appli ou site web. Assurez un suivi en conservant le numéro de requête et en relançant si nécessaire. Contactez votre conseiller municipal ou votre arrondissement. Participez aux séances publiques en posant toutes questions nécessaires. Mobilisez votre quartier, pétition, regroupement de résidents, association locale.
Appuyez-vous sur des organismes. Piétons Québec, Table de quartier, Comité citoyen. Conservez des preuves en cas de blessure ou de recours. C'était des solutions pour des rues plus sécuritaires au Québec. Un texte de Didier Burth, paru le 6 août 2026 dans Bel Âge. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août. En 1842, signature du traité de Nankin. Le traité de Nankin met fin à la première guerre de l'opium entre la Chine et le Royaume-Uni. La Chine est contrainte de céder l'île de Hong Kong à la couronne britannique et d'ouvrir plusieurs ports au commerce étranger. Ce traité, jugé profondément inégal par la Chine, marque le début d'une période dite de traités inégaux. Hong Kong restera sous administration britannique jusqu'à sa rétrocession à la Chine en 1997. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août. Montréal reste l'une des meilleures villes universitaires au monde, un texte de Johanna Sabi, paru le 12 août 2026 dans InfoBref. Montréal arrive au 20e rang de la plus récente édition du QS Best Student Cities, un classement mondial de 150 grandes villes universitaires réalisé par une firme britannique spécialisée dans l'analyse de l'enseignement supérieur. La métropole a descendu de 2 places par rapport au classement de l'an dernier, de 10 places par rapport à il y a 2 ans. Montréal demeure cependant la première ville universitaire du Canada. Elle se classe 2e en Amérique du Nord, derrière Boston. C'était « Montréal reste l'une des meilleures villes universitaires au monde », un texte de Johanna Sabi, paru le 12 août 2026 dans InfoBref. Une technologie intégrant l'IA améliore les chirurgies. Un texte de Catherine Deshôtels de la presse canadienne, paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Une technologie innovante a été utilisée récemment par des chirurgiens orthopédiques du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, pour corriger une scoliose complexe chez une patiente aînée, une avancée importante considérant le contexte de vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence de la scoliose avec l'âge. Les scolioses découvertes radiologiquement, ça veut dire qu'on la voit sur des rayons X quand on a plus de 50 ans, quand il y a de la dégénération. Ça devient de plus en plus prévalent dans la population en général, mentionne le Dr Jesse Chen, chirurgien orthopédique au CHUM. Ça va devenir de plus en plus prévalent avec la population qui va vieillir. Donc, ça va être un problème de santé publique qui s'en vient, qu'on le veuille ou non. La scoliose est caractérisée par une déformation de la colonne, souvent en forme de S. Il existe plusieurs types de scoliose, la plus fréquente étant la scoliose idiopathique. Des traitements non opératoires comme de la physiothérapie peuvent aider les patients, mais parfois la chirurgie est de mise. Lorsqu'un patient a besoin d'une opération pour corriger sa scoliose, dans la méthode conventionnelle, le chirurgien doit modeler lui-même les tiges en métal pendant l'intervention.
On utilise des vis et des tiges pour réaligner la colonne dans une forme plus normale. Actuellement, on les plie à la main. On utilise un plieur pour essayer de faire une courbure, pour raccorder à travers toutes les vis. Des fois, il peut y avoir une dizaine, une quinzaine de vis une après l'autre, décrit le Dr. Shen. Par ailleurs, la scoliose chez les adultes est bien différente de celle chez les enfants, précise le Dr. Zi Wang, chirurgien orthopédique au CHUM. La difficulté pour les médecins est de plier la tige de plusieurs sens, en avant, en arrière et de côté. Chez les adultes, on doit souvent finir au bassin, au plus bas, parce qu'ils ont déjà dégénéré, dit-il. Également, la rigidité des courbes chez les adultes quand ils vieillissent, ils ont beaucoup d'arthrose, donc les courbes sont très, très rigides. Ils sont souvent beaucoup plus difficiles à courber versus les courbes pédiatriques qui sont encore souples à ce moment-là, explique Dr. Wang. Là où la technologie est particulièrement utile, c'est qu'elle va créer la tige selon l'anatomie de la personne, avant la chirurgie. Cela va faire gagner du temps aux chirurgiens et peut éviter des complications futures. L'IA pour produire la forme parfaite. La technologie Unit Personalized Spine Solutions utilise l'intelligence artificielle et des logiciels de simulation préopératoire pour proposer différents modèles aux chirurgiens, ce qui permet ensuite de fabriquer des tiges rachidiennes sur mesure, évitant aux chirurgiens de la plier manuellement pendant l'intervention. Cela réduit entre autres les risques que la tige se brise dans l'avenir. Dans la méthode conventionnelle, le chirurgien peut se reprendre plusieurs fois pour avoir le bon angle dans la courbe. La tige devient plus fragile et elle peut se casser. Les Dr. Wang et Shen ont réalisé une chirurgie de correction d'une scoliose adulte complexe à l'aide de la technologie. La patiente, sexagénaire, présentait une scoliose idiopathique sévère associée à des changements dégénératifs importants. Elle souffrait depuis plus de 3 ans d'importantes douleurs liées à une déformation d'une côte qui venait comprimer sa hanche. C'est la personnalisation de chaque individu qui est quand même importante, parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même forme de dos. Il faut s'adapter à chacun. Et donc, la chirurgie a été différente ici, où on était capable de planifier d'avance, utilisant un logiciel qui est assez avancé, utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour produire la forme parfaite, idéale pour la personne qui bénéficie d'une intervention chirurgicale, indique le Dr. Shen. Le succès de la chirurgie représente une avancée importante pour les personnes souffrant d'une scoliose. Les 2 chirurgiens font valoir à quel point la douleur de ces patients est sévère. Ce sont des gens qui souffrent en silence. Ils ne vont pas mourir dans les salles d'urgence. Ils vont juste souffrir à la maison tout seuls, se désole Dr. Shen. La technologie Unit Personalized Spine Solutions est populaire aux États-Unis, rapporte le Dr. Wang, qui espère qu'elle sera davantage accessible au Québec pour traiter des cas de scoliose complexes. C'était « Une technologie intégrant l'IA améliore les chirurgies ». Un texte de Catherine Deshôtels de la presse canadienne, paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Comment se forment les diamants? Un texte de la rédaction paru le 1er décembre 2022 dans Québec Science. Un diamant est un assemblage d'atomes de carbone très particuliers qui ne peut se réaliser qu'à haute température et à haute pression, comme dans le manteau terrestre. Le carbone, élément de numéro atomique 6, est le 4e plus abondant de l'univers et le 15e plus abondant dans la croûte terrestre. Nous sommes nous-mêmes composés à 18% de carbone.
même s'il est très souvent combiné à d'autres éléments pour former une multitude de composés, comme le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, une infinité de polymères naturels, il est possible de le trouver à l'état pur dans la nature sous deux formes principales, le graphite et le diamant. Lorsque plusieurs atomes de carbone s'assemblent à la température et à la pression ambiante, ils cristallisent sous forme de feuillets empilés comme un millefeuille. C'est ce qu'on appelle le graphite et dont on fait la mine des crayons de plomb qui ne contiennent pas de plomb. Les liaisons entre les feuillets sont peu nombreuses, ce qui rend le graphite friable, parfait pour laisser les traces de l'écriture sur le papier. Mais dans les conditions de température et de pression qui règnent à une profondeur de 160 km, c'est-à-dire 1200 degrés Celsius, et plus de 49 000 atmosphères, 49 000 fois la pression atmosphérique qui règne au niveau de la mer, les atomes de carbone se lient en un réseau tridimensionnel extrêmement résistant, un diamant. Ce processus se déroule dans le manteau supérieur de la Terre, soit en dessous des croûtes continentales. Si on arrive à retrouver ces cailloux dispendieux près de la surface, c'est qu'ils sont expédiés hors du manteau lors des éruptions volcaniques. Les mines de diamants sont forées dans de très anciens dépôts volcaniques, c'est-à-dire des champs de lave refroidis depuis bien longtemps. Les diamants peuvent se former à d'autres endroits où les conditions extrêmes sont réunies, sur les lieux d'impact des astéroïdes et des comètes ou en laboratoire. C'était « Comment se forment les diamants ?» un texte de la rédaction paru le 1er décembre 2022 dans Québec Science. Éphéméride, un voyage à travers l'histoire. C'est arrivé un 30 août. En 1862, fin de la seconde bataille de Bull Run. L'armée confédérée du général Robert E. Lee inflige une lourde défaite aux forces de l'Union commandées par le général John Pope en Virginie. Cette victoire sudiste ouvre la voie à la première invasion du territoire nordiste par les troupes confédérées. La bataille confirme le talent tactique de Lee et de son subordonné Stonewall Jackson. Elle marque un tournant psychologique important dans la première phase de la guerre de sécession. C'était Éphéméride, un voyage à travers l'histoire. C'est arrivé un 30 août. Voici la piste infectieuse explorée par des chercheurs pour comprendre l'origine de la maladie d'Alzheimer. Un texte de la rédaction paru le 21 juillet 2026 dans Futura Science. Une découverte troublante lie la maladie d'Alzheimer à une bactérie présente dans nos bouches. Des chercheurs ont identifié Porphyromonas gingivalis, responsable des maladies gingivales, dans le cerveau de patients atteints d'Alzheimer. Cette piste infectieuse pourrait réformer notre compréhension de cette maladie neurodégénérative dévastatrice. La maladie d'Alzheimer pourrait être bien plus qu'une simple dégénérescence cérébrale. Depuis plusieurs années, une hypothèse gagne du terrain dans la communauté scientifique. Et si Alzheimer était en réalité une infection? Une étude publiée en 2019 dans Science Advances a dévoilé des résultats particulièrement intrigants pointant vers une source inattendue, notre cavité buccale. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques dans un domaine où aucun traitement significatif n'a émergé depuis plus de 15 ans. La bactérie buccale qui s'infiltre dans le cerveau. L'équipe dirigée par John Potempa, microbiologiste à l'Université de Louisville, a fait une découverte majeure en identifiant la présence de Porphyromonas gingivalis dans le cerveau de personnes décédées d'Alzheimer. Cette bactérie, principalement connue comme l'agent pathogène responsable des maladies parodontales chroniques,
semble capable de franchir la barrière hémato-encéphalique pour coloniser notre cerveau. Des expériences complémentaires menées sur des souris ont renforcé cette hypothèse. Après avoir infecté oralement ces rongeurs avec P. gingivalis, les chercheurs ont observé une colonisation bactérienne du cerveau, accompagnée d'une augmentation significative de la production de protéines bêta-amyloïdes, ces substances collantes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Cette recherche, coordonnée par la start-up pharmaceutique Cortexim, cofondée par Stephen Dominy, ne prétend pas apporter une preuve définitive, mais elle constitue l'indice le plus solide à ce jour d'un lien causal entre cette bactérie et la maladie d'Alzheimer. Des enzymes toxiques révélatrices. Cette observation répond également à une question fondamentale qui persistait jusqu'alors. La maladie parodontale cause-t-elle l'Alzheimer ou est-ce la démence qui entraîne une mauvaise hygiène bucco-dentaire? Les chercheurs affirment que l'infection cérébrale par P. gingivalis n'est pas le résultat de soins dentaires déficients suite à l'apparition de la démence, mais un événement précoce pouvant expliquer la pathologie observée chez des individus d'âge moyen avant le déclin cognitif. Une piste thérapeutique prometteuse. L'étude ne s'est pas arrêtée au diagnostic. Les chercheurs ont également testé un composé appelé COR 388, développé par Cortexim, qui a montré des résultats encourageants chez les souris. Ce composé a permis de réduire la charge bactérienne d'une infection cérébrale établie par P. gingivalis, tout en diminuant la production de bêta-amyloïdes et la neuroinflammation. Bien que ces résultats préliminaires ne concernent que des modèles murins, ils suscitent un optimisme prudent dans la communauté scientifique. David Reynolds, directeur scientifique d'Alzheimer's Research, a souligné l'importance d'examiner toutes les approches possibles face à l'absence de nouveaux traitements depuis plus de 15 ans. Cette découverte pourrait transformer notre approche de la prévention et du traitement de la maladie d'Alzheimer en plaçant l'hygiène bucco-dentaire au premier plan des stratégies préventives. Elle rappelle également l'importance des soins dentaires réguliers, non seulement pour notre santé buccale, mais potentiellement aussi pour la protection de notre cerveau contre cette maladie dévastatrice. La route vers un traitement efficace reste longue, mais cette piste infectieuse pourrait bien constituer le chaînon manquant dans notre compréhension de l'Alzheimer. C'était « Voici la piste infectieuse explorée par des chercheurs pour comprendre l'origine de la maladie d'Alzheimer », un texte de la rédaction paru le 21 juillet 2026 dans Futura Science.